BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Cédric Decoeur. Allez, on part au contact des grands thèmes qui font la tendance et l'un des thèmes majeurs concerne bien évidemment les taux. On l'a encore vu avec ces arbitrages de PIMCO dont nous parlait Grégory Volokin à l'instant. Et on va s'attarder sur cette question avec deux invités, Arnaud Faller et Quentin Perroma. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Arnaud Faller pour CPRAM et Quentin Perroma pour Assetfi. Et d'abord, petite question simple à l'un et l'autre pour percevoir un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment un crack ou un mini crack obligataire ou est-ce qu'il y a juste eu des tensions sur les taux? Arnaud Faller. Moi je dirais qu'il y a un mini crack obligataire. Si on fait en gros... Il est juste mini. Pour l'instant, il est mini, justement. Si on fait juste un parallèle par rapport à la dernière fois où on a eu un vrai crack obligataire, il faut remonter un petit peu, 1994, si on a juste regardé la performance sur les 2 derniers mois d'un indice d'obligation allemande, 7-10 ans, en gros, il y a une perte de 7%. Donc c'est conséquent. Mais en 94, aucune des périodes de 2 mois glissants voit une perte aussi forte. Alors pourquoi? Donc celui que vous caractérisez comme étant le crack obligataire, finalement, il a connu des reculs moins amples que sur 2 mois, oui. Parce que l'année n'est pas finie. 2015 n'est pas fini. Mais sur 2 mois, oui. Pourquoi c'est aussi plus fort que 94 aujourd'hui? Après, on reviendra. Est-ce que nous, on imagine que c'est la suite comme 94? On ne pense pas. Mais pourquoi aujourd'hui le démarrage est autant aussi fort? C'est parce que les taux sont plus bas qu'en 94, donc les obligations ont une sensibilité plus forte et ont un coupon plus faible qui ne permet pas d'absorber une hausse de taux. Exactement. Et donc en 94, il faut se rappeler, en gros, on a connu 200 points de hausse des taux. On est en gros de 5% à 7% sur les taux allemands. Quentin Perroma, chez Assetfi aussi, on ose le mot, on qualifie ça de mini crack. C'est un mini crack ou pas? Oui, on peut dire que c'est un mini crack. Après, il faut pas non plus surestimer l'ampleur parce que c'est vrai qu'il y a cet effet de base qui est très important et qui fait qu'on a eu des mouvements forts. Mais il faut pas aussi oublier qu'on était allé un peu trop loin dans l'autre sens. On est descendu à 5 BP sur le 10 ans, donc 0,05%, ce qui est extrêmement bas. Voilà, c'est toujours la question du verre à moitié vide, à moitié plein. C'est sûr que partant de zéro, c'est toujours plus simple de... Voilà, je pense qu'on était vraiment arrivé à des taux extrêmement bas. Les marchés avaient anticipé les mesures de la BCE de manière un petit peu trop forte. Et voilà, on a un retour. On a eu, avec les chiffres de l'inflation, on a eu une espèce de déclenchement et qui s'est un peu amplifié. Ce parallèle avec 94, on commence à l'initier aussi dans la réflexion ou on se dit oh là là, il faut raison garder? Non, je pense qu'il faut raison garder parce que même si c'est vrai, c'est très rapide. Donc ça génère de la volatilité et ça risque d'en générer encore. On a quand même un environnement qui est différent. On a une croissance qui n'est pas extrêmement forte. On a une banque centrale qui est là pour intervenir de manière massive et qui l'a encore dit la semaine dernière et qui à mon avis va réappuyer et qui Mario Draghi a bien insisté sur le fait que pour lui la volatilité n'était pas un problème et il n'y a pas de on va dire de fondamentaux pour voir des taux repartir très haut, quoi. Justement, ce qui peut y avoir d'intéressant aussi, c'est de regarder quelles peuvent être les conséquences. Parce que les conséquences sur les marchés, j'ai presque envie de dire qu'on les voit et qu'on les commente au quotidien. Est-ce qu'il peut y avoir des passerelles ou de la capillarité avec justement les fondamentaux économiques? Est-ce que cette volatilité sur les taux, est-ce que les tensions que ça entraîne peut avoir finalement des conséquences au quotidien quasiment? Alors, sur les marchés évidemment, sur l'économie il nous semble que encore une fois les taux à 1% c'est pas très grave, c'est encore des taux très bas. En revanche sur les marchés la vitesse évidemment c'est la vitesse de la hausse des taux qui peut être un handicap. Alors, en quoi ça peut être un handicap? Par capillarité, par exemple on voit finalement ça a totalement arrêté l'appréciation du dollar. Au contraire maintenant l'euro est revenu aux alentours d'un 13. Et puis malgré tout, sur les actions, on pense encore, il y a évidemment encore un potentiel, mais il peut être un peu limité par le chahut qu'on connaît un peu sur les taux et l'absence de liquidité. Aujourd'hui, une caractéristique, l'absence de liquidité qu'il y a sur le marché obligataire. C'est-à-dire que ça se fait dans une volatilité assez forte, on pense que ça va durer. Et une des caractéristiques aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de grands mouvements de capitaux, c'est plutôt les marchés à terme qui ont été précurseurs. Il a donc suffi finalement d'un tout petit grain de sable, Quentin, pour que le bel alignement des planètes où on mêlait pêle-mêle ces derniers mois les taux, le QE, les devises, etc., ne viennent tout bouleverser? Alors, faut peut-être pas... On excusait finalement la macro qui était un peu brinque-ballante en disant oui mais regardez il y a un alignement fabuleux de planètes. Aujourd'hui on n'a plus rien de tout ça.
Non, parce que comme le disait Arnaud, les taux sont bas encore. On a un dollar qui a repris un peu baissé un petit peu, mais on a quand même encore un dollar qui s'est renchéri par rapport à l'euro, donc on est quand même dans un contexte qui reste favorable. Pareil pour l'énergie qui a remonté, mais qui reste bas par rapport au point haut de 2014. Donc on est dans un contexte encore positif. C'est sûr, peut-être moins beau qu'il y a quelques temps, mais c'est vrai qu'on a eu des phénomènes qui sont d'abord il y a quelques sur le mois précédent, qui sont cette émission de la dette allemande qui s'est un peu moins bien passée que d'habitude, donc qui a créé un peu de tension. Et puis là, un deuxième phénomène qui est le phénomène des chiffres d'inflation un peu au-dessus du consensus. On sent qu'il y a une dynamique, mais c'était l'objectif de la BCE. L'objectif de la BCE, c'est quand même qu'on ait une inflation qui augmente. Donc on est en train de suivre le scénario, alors peut-être de manière un petit peu trop rapide, et ce qui fait que les marchés ne réagissent jamais de manière linéaire et on réagit à la baisse. La baisse des taux a été un petit peu trop forte et cette montée est peut-être un petit peu trop violente par rapport aux fondamentaux. Est-ce que sur ce marché obligataire, on va réussir à bâtir un mur de l'Atlantique, entre guillemets, et à séparer ces deux marchés, d'un côté celui, entre guillemets, sous l'aile de la BCE qui évoluera d'une certaine façon, et de l'autre celui sous l'aile de la Fed qui évoluera d'une autre façon? Ou est-ce que les passerelles sont trop fortes et l'un aura inévitablement un impact très fort sur l'autre? Et on pense bien sûr à la puissance de la Fed. Moi je pense que juste en regardant par exemple ce qui s'est passé là récemment, on voit que quand même la hausse des taux elle est venue, alors en plus juste entre parenthèses, c'était quand même un scénario que même nous, je pense que peu de sociétés de gestion envisageaient. On voyait plus la hausse des taux partir des États-Unis et venir un petit peu toucher l'Europe, mais qui était protégée par le QE de la BCE. On va dire une décorrélation totale entre ces deux marchés. Ce qu'on peut voir aussi, parce que si la Fed par la suite décide de relever ses taux cette année, on aura certainement un deuxième effet de relève des taux, mais moins fort, parce que là on a déjà eu un phénomène de rattrapage. On a vu les taux aux États-Unis remonter, donc ils ont commencé déjà une partie de leur remontée. Donc nous on pense pas qu'il y aura une seconde vague, une vague de fonds beaucoup plus forte qui va venir remonter les taux et secouer les taux européens. Il n'y aura pas Arnaud Faller, de Big Bang au moment où Janet Yellen va appuyer sur la détente? Alors nous, on fait partie de ceux qui pensent que la Fed va bouger en septembre. Le consensus n'est pas encore totalement là, mais il me semble que c'est septembre. Ça commence quand même à... Oui, les économistes sont plus septembre et le marché il est plus fin d'année. Il y a encore un petit hiatus entre les anticipations dans les marchés à terme et les économistes. Il me semble qu'il faut préparer un peu le terrain. C'est-à-dire que la Fed est en train doucement de préparer le terrain, mais on voit il y a des voix discordantes. Il n'y a pas du tout une unanimité et le vote va être au sein du FOMC va être peut-être serré. Ce sera une des premières. Mais certains nous disent qu'il faut surveiller d'ailleurs la Fed de New York parce qu'elle a jamais, c'est la seule Fed régionale qui vote systématiquement comme le FOMC. Il est vice-président et en fait et en plus c'est la Fed de New York qui met en pratique. Donc on peut se dire est-ce qu'il a toujours une voix plus prédominante au moins morale? Il est plus égaux que les autres. En tout cas c'est vrai que ex post dans l'histoire je veux dire il a souvent voté comme la majorité, comme le résultat final. Il nous semble donc que ce sera septembre, mais il va falloir préparer le terrain et la Fed dit qu'elle est data dépendante, donc les chiffres à surveiller sont évidemment les créations d'emplois de juillet et d'août et aussi les chiffres d'augmentation des taux de salaire horaires. On voit que sur 3 mois analysés, les salaires montent aux États-Unis à 2,9. Donc si on continue ce rythme, il nous semble que septembre, ça sera plutôt une bonne idée. Il faut juste préparer le terrain, encore une fois, parce que la deuxième lame évoquée, ce serait quand même dommageable. Donc on pense pas, mais c'est un scénario adverse qu'on a en tête et qui handicaperait quand même les autres classes d'actifs. Du coup, le parallèle avec les autres classes d'actifs, justement, puisque vous me tendez la perche, comment est-ce qu'on règle aujourd'hui l'allocation d'actifs face à ce marché obligataire et puis face aux conséquences? On a évoqué rapidement les marchés de devises, mais on a eu aussi une capillarité très forte avec les marchés actions. Donc du coup, où est-ce qu'on met le curseur aujourd'hui dans une allocation, comme on l'a construit, tant entre les différentes classes d'actifs qu'entre les différentes zones géographiques qui réagissent pas forcément de la même façon? Donc au sein de la maison CPR, ce qu'on a bien effectivement, d'abord on préfère encore les actions aux obligations, en dépit de la hausse des taux là. Il me semble que c'est toujours pas le moment d'aller sur les obligations corps euro. Donc les actions, en termes de zone géographique, la zone euro et le Japon, au détriment d'ailleurs des US et des émergents. Donc d'ailleurs au passage, le Japon
s'est plutôt bien comporté sur toute la période, a été quasi immunisé. Et donc, il nous semble qu'il y a un cercle vertueux au Japon qui est en train d'arriver. Les mesures prises par la Banque centrale commencent à prendre effet. Les mesures prises par le gouvernement commencent aussi à prendre effet, tant sur le marché du travail, par exemple, à remettre les femmes entre guillemets au travail. Donc vous estimez que les flèches lancées il y a bien longtemps par Shinzo Abe, après avoir un peu flotté quelque part dans l'atmosphère, vont trouver leur cible? C'est-à-dire que les grandes sociétés ont bénéficié de la baisse du yen. Mais maintenant, même les petites sociétés voient leurs bénéfices révisés en hausse, et tant mieux, parce que ça peut être le cercle vertueux qui amènerait une hausse des salaires et ensuite une hausse de la consommation. Donc, plutôt très positif sur le Japon. Et en zone euro, il y a encore des révisions en hausse de bénéfices, tant mieux. D'ailleurs, au passage, si on exclut le secteur de l'énergie, on a des chiffres assez forts, au-delà de 20% de progression de bénéfices. C'est l'énergie qui, globalement, est handicap du fait de la baisse du prix du pétrole. Mais globalement, donc, on est plutôt positif. On a une hypothèque quand même en zone euro qui s'appelle la Grèce. Avant la fin du mois, il n'y a pas d'échappatoire possible. On arrive au money time, comme au basket. Donc il n'y a plus d'échappatoire cette fois-ci. Fin du mois de juin, il faut un accord, sinon le FMI ne donnera pas l'aide supplémentaire. Donc du Japon, de l'Europe, de l'Amérique quand même un peu, des marchés américains? Un petit peu, mais ceci dit, il y a beaucoup moins d'attrait, nous semble, aujourd'hui, ce marché action américain. En revanche, du dollar. Il nous semble que l'appréciation du dollar devrait continuer, alors qu'aujourd'hui il était un peu, ça s'est calmé. Mais il nous semble que ça va perdurer, d'autant plus que la Fed montre assez tôt en septembre. Même type de question, vous réglez le curseur différemment une fois qu'on s'est dit tout ce qu'on s'est dit sur les deux rives de l'Atlantique, sur ces pressions sur les obligations. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Globalement, on a globalement les mêmes vues, mais on va dire on va décaler un petit peu le curseur sur le Japon. On reste positif sur le Japon, mais peut-être un petit peu moins positif. Et sur les États-Unis, là, on est aussi sur les États-Unis. On a un contexte, on a eu en début d'année où le marché action n'a pas fait grand-chose, et on est un peu plus positif en fait, parce que après, va falloir surveiller deux choses. Il va falloir surveiller effectivement, comme l'évoquait Arnaud, sur la hausse des salaires va obligatoirement contraindre tôt ou tard la Fed à agir, à passer à l'action, parce que sinon on va se retrouver avec des marges sur les sociétés, et c'est ça on va surveiller sur ce marché-là. C'est-à-dire si on a une hausse de salaire trop importante, on va avoir des marges sur les sociétés qui vont se comprimer, et mécaniquement on va avoir des résultats qui seront en baisse. Donc à surveiller les résultats. Mais on a vu aussi le marché action américain a plutôt bien résisté dans la tourmente obligataire, et résiste plutôt bien. Donc j'ai presque envie de dire que la consolidation n'a toujours pas eu lieu sur le marché américain. Non, la consolidation n'a toujours pas eu lieu. Alors en fait, de longues années. Oui, c'est vrai que ça fait de longues années, donc c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent. Mais ceci dit, alors c'est sûr dire qu'il faut vraiment être stock picker là-dessus. Voilà, faut être plutôt stock picker, faire attention. On est plutôt défensif sur des secteurs défensifs. Faut être plutôt sur des secteurs défensifs et de consommation, parce que nous on pense que la consommation doucement. Alors là pour le moment les chiffres sont pas très bons, mais on espère que jeudi ils seront meilleurs. Mais avec la hausse des salaires, doucement on devrait avoir une amélioration de la consommation. Mais après c'est vrai que nous on ne voit pas, et on l'a jamais vu dans les marchés, une extension des multiples dans un contexte plutôt de hausse des taux. Donc c'est là où on va surveiller quand même les résultats. Après sur le dollar aussi, on reste positif. On a fait une bonne partie du trajet, mais justement là le retour en arrière qu'on a eu sur les derniers jours, avec une baisse à nouveau du dollar, nous on pense que ça va en gros le dollar va repartir à la hausse, parce que on est plutôt sur le même point de vue sur la relevée des taux de la Fed en septembre. On voit pas mal de signaux dans ce sens-là, notamment parce que le problème c'était sur le travail, et notamment sur le temps partiel. Et sur le temps partiel, on a encore la Fed de San Francisco qui a sorti un papier comme quoi ce taux allait baisser, resterait en fait structurellement à cause de problèmes structurels dans ces niveaux-là. Donc on pense que la Fed effectivement devrait relever ses taux, et dans ce contexte-là. Et l'Europe ? Et l'Europe, on reste. Alors le problème, c'est le phénomène exogène, le cas grec. Tant que le cas grec pour nous n'est pas résolu, on risque d'avoir pas mal d'agitation sur les marchés, mais on reste positif. Effectivement, il y a une révision jusqu'à la fin du mois, quoi. Voilà, c'est pour ça que nous, il y a un peu plus d'une semaine, on a réduit un peu la voilure quand on a vu qu'on n'avait pas concrètement de décision, et que ça traînait, et ça traîne encore. Et c'est vrai que ce problème-là, tant qu'il n'est pas résolu, jette pas mal d'incertitudes sur les marchés à actions.
Niveau secteur, pareil, vous êtes plutôt défensif, plutôt cyclique. Certains ont eu envie de remettre du cyclique en disant finalement le QE il peut aussi faire repartir un peu tout. Alors il y a déjà eu des anticipations, notamment sur le secteur automobile par exemple, il y a eu un rattrapage phénoménal depuis 2 ans. Il y a un secteur qu'on voudrait mettre en avant, c'est les banques. Malgré tout, qui sont plus en retard par rapport à... Alors d'abord, les hausses des taux, c'est pas forcément négatif pour les banques. On a déjà un très très beau parcours sur les banques. On est d'accord qu'on n'a pas... Oui, mais par rapport à... en gros, ils se payent beaucoup moins cher qu'avant crise, mais beaucoup moins cher. Et l'autre chose, c'est une hausse des taux, c'est pas forcément négatif. Ils vont retrouver un peu de marge. Et il nous semble que... Alors, encore une fois, il faut lever le cas grec, mais les banques devraient être le secteur qui devrait le plus surperformer. Et le marché, d'ailleurs, globalement, ne montera pas sans les banques à partir d'aujourd'hui. Il nous semble que c'est pas les cycliques qui referont. C'était le grand catalyseur en 2014. Maintenant, je pense que c'est plutôt, par exemple, un secteur comme le secteur bancaire. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés, notamment sur ce cas obligataire et sur la capillarité de ces tensions sur les autres classes d'actifs. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu de ce face-à-face. Arnaud Faller pour CPRAM et Quentin Perroma pour Asset.